Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors on va commencer ce live à 18h30 précisément pour bien sûr parler un petit peu de l'idée de la transmission. Bonjour à toutes et à tous. Salut Marie. Bonjour, salut Fabien, bienvenue. Bienvenue pour ce live. Vous voyez, j'ai rejoint les bureaux de Shader. Je suis dans mon bureau pour ce live. Ça me permet de faire un petit peu de rangement et puis de remettre tout ça en route. Voilà, il y a Philippe qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui transmission du savoir, peut-être de quelque chose qui est important à connaître pour évidemment. Hop. On va parler bien sûr transmission, savoir, artisanat. On va parler également prix des vins. Enfin, tout ça, on va le développer bien sûr tous ensemble. Et normalement, il y a Philippe qui va nous rejoindre dans quelques instants. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je vous vois pas encore. J'espère que la connexion va marcher. Est-ce que vous avez une bonne connexion chez vous, Philippe? Ouais, je suis branché. Le casque marche Alors, pas. moi, je ne vous vois pas, mais je vous entends très bien. Je crois que les membres nous entendent également. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, Euh, Marie. alors, Philippe, est-ce que vous me voyez, est-ce que vous me voyez, vous? Ouais, on te voit très bien. Ah, super. Bon. Alors écoutez, je vous propose de débuter tranquillement cet échange. Ce que je voulais, c'était d'abord en introduction, tout simplement vous donner un petit peu donner surtout à aux internautes, aux gens qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants. On avait dit qu'on à 18h30. Je ne vous vois pas encore, mais en tout cas, les gens me voient et ils vous entendent. Ça, c'est important. Euh, mais je peux essayer de vous déconnecter, puis après vous reconnecter alors, si vous voulez. Voilà. Petit réglage de dernière minute, hein, on commence à 30 bien sûr. On va essayer de récupérer la connexion avec Philippe Pacalet. En tout cas, moi, de mon côté, je suis gâté. Regardez, j'ai ouvert un Chambol Sentier. Hop, voilà. Hop. Et voilà, normalement, ça devrait marcher. Alors, mais ça marche quand, évidemment, quand tout ça est... Là, vous me voyez, non? Je ne vous vois pas. En fait, moi, j'ai pas l'image. Alors, mais le, on a le son très très bien. Alors, Bon, c'est très grave en soi, hein, Philippe. On pourra, sachez-le, en tout cas, mettre en image. L'idée, c'est que quand même, on ait le contenu et le fond. d'accord. Ça arrive une fois, évidemment, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes connectées en même temps sur Instagram qui fait que je vous ai pas physiquement à l'écran. Mais on va évidemment mener peut-être cette interview comme ça et puis surtout, s'appuyer simplement sur Très le bien. fond. Tu m'entends bien? Ouais, tu Oui, m'entends bien. je vous entends parfaitement. Très bien, magnifique. Alors, Philippe, je vais essayer euh, je vais essayer de présenter un petit peu le fil conducteur. L'idée, c'est bien sûr qu'on a un débat. Le téléphone est tombé. C'est C'est bon, très bien. c'est bon, ici où j'ai pu. Ok. Alors, merci de nous rejoindre pour cet échange et surtout de participer, de permettre en tout cas à tous nos auditeurs de pouvoir découvrir un petit peu votre artisanat. Ce que j'aimerais savoir à travers cet échange, Philippe, c'est un petit peu le fil conducteur. C'est que vous m'avez dit que la dernière fois quand je suis venu au domaine, c'était en novembre dernier, c'était juste avant les fêtes, les trois jours de la fête de Beaune. Vous m'avez dit que l'artisanat était quelque chose d'extrêmement important, qu'on l'apprenait des autres, que c'était un héritage. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'entrevoir aujourd'hui, de voir un petit peu quelle est la part, entre guillemets, de l'apprentissage des autres, peut-être des générations anciennes. Est-ce que tout est finalement si bon à préserver que ça? Est-ce que finalement on peut aussi améliorer tout ça? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de développer ensemble à travers cet échange. Et puis on parlera un petit peu de votre production, des vins du domaine, du style, de ce que vous aimez faire. On va parler un peu technique également parce que j'avais pris beaucoup de notes lors de cette visite, peut-être même un peu trop, ce qui m'a permis évidemment d'être extrêmement alerte et très curieux à travers le style des vins que vous élaborez. Et puis après, on parlera un petit peu aussi, surtout, d'autres choses, peut-être de votre engagement en termes de viticulture, de bien-être à la propriété pour vos salariés, pour les vignes. On va parler un petit peu d'énergie aussi, de tout ça. Donc ça va être assez fascinant. Et évidemment, ça sera
une bonne heure passée ensemble autour de ces sujets. Alors, Philippe, l'artisanat, vous qui avez un héritage plutôt fort, votre oncle était Marcel Lapierre. Vous pouvez nous raconter un petit peu déjà comment vous êtes arrivé dans la sphère du vin, parce qu'on vous a connu bien sûr comme le gérant de chez Prieuré Roch, on vous a connu derrière comme évidemment un très brillant viticulteur sous votre propre nom et également un négociant artisan de la Bourgogne. Parlez-nous un petit peu de votre passé avant de parler du futur. Eh bien, moi, je suis un petit peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, je me suis fait garder par mes grands-parents quand j'étais enfant. Mes grands-parents étaient viticulteurs, hein, c'était les Lapierre, parents de ma mère. Donc, j'ai grandi dans une ambiance de vin un peu paysanne, avec des gens qui ont du bon sens et beaucoup de sensibilité. Parce que la sensibilité, c'est important pour transmettre et sensibiliser les autres. Donc, pour pouvoir recevoir, justement. Voilà, moi j'ai grandi avec mon oncle, j'ai accompagné son parcours, puisque à partir de 1978, il s'est lancé dans une autre façon de faire, dans les vins nature, avec la cuve Jules Chauvet. Donc moi j'étais là et voilà, c'était mon destin. On met dedans. Et oui. Et vous avez mis les mains dans le cambouis déjà quand à l'époque vous étiez dans cette famille, vous avez entre guillemets participé à l'élaboration et à la success story de ce domaine que tout le monde applaudit maintenant à Morgon. Bah, moi, quand j'étais au début de mon adolescence, dans les vacances scolaires, on donnait un coup de main aux vignes, on donnait un coup de main un peu partout, etc. Et à partir de 21 ans, ouais, j'ai accompagné, à partir de 85, j'ai accompagné les cuvées sérieusement et je me suis lancé dans cette voie puisque j'ai fait des études d'œnologie. Et alors ces études d'œnologie, parce que quand je suis venu au domaine, moi j'ai été frappé par par la profondeur du discours, mais surtout par cette envie finalement bon, c'est peut-être une manière pour vous d'exprimer votre position, votre savoir-faire et autres, mais j'ai senti une certaine allergie en fait à beaucoup de pratiques relativement modernes. Vous avez fait l'école l'œnologie, mais vous en avez gardé quoi et surtout tiré quoi de tout ça? Bah, j'ai gardé le diplôme, mais pour le reste, c'est comme tout aujourd'hui. Vous savez, l'école c'est important, mais ça ne vous apprend pas un métier, hein, surtout des Eh métiers oui. comme ça. Donc, ça vous donne une connaissance et aussi parfois ben, un diplôme pour valider votre statut, hein. Bien Et, sûr. Et vous êtes aujourd'hui en phase avec, entre guillemets, ce qu'on peut apprendre. J'ai entendu souvent, enfin, on se balade pas mal dans le vignoble chez Chef-d'œuvre et souvent on entend que ce qu'on apprend à l'école, il faut essayer d'oublier. Vous êtes assez. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des formations d'œnologie qui sont. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de les ramener vers l'artisanat, vers des méthodes plus ancestrales? On va en parler un petit peu après en développant, mais oui, on va être positif quand même. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une amélioration par rapport à il y a 25 ou 30 ans. Les formations accompagnent un peu plus l'air du temps, je vais dire. bien sûr. Enfin bon, le temps montre aussi ses envies de changement, donc on est obligé d'accompagner. D'accord. Et d'un point de vue je dirais enfin, quand on regarde un petit peu votre parcours, à la fin des années 80, vous avez, enfin, vous êtes arrivé quand chez Prieuré Roch en tant que régisseur? Vous avez fait d'autres choses avant ou Je suis arrivé en 91. Et ben c'était 91? ouais, Et juste comment vous avant, êtes j'ai fait arrivé? un service civil à Nature et Progrès. D'accord. J'ai fait 21 mois Mhm. comme objecteur de conscience. Et avant ça, j'étais étudiant et je travaillais avec mon oncle. D'accord. Et ça vous a apporté cette formation, enfin, ce passage chez Nature et Progrès, ça vous a inspiré un petit peu, ça vous a apporté une envie, peut-être une vision, peut-être un profil que vous Oui, vouliez parce apporter. que à l'époque, on les côtoyait un petit peu, je dis on, avec Marcel et l'équipe, Marcel Lapierre, avec Compost, etc. Oui, ça m'a donné beaucoup de temps et ça m'a permis de me balader pas mal entre Lyon et Valence et apprendre pas mal de choses sur la culture, d'autres contacts. Ça m'a beaucoup apporté. Ouais. Et bien sûr. Et alors, ce passage juste chez Prérog, quand on arrive dans un domaine avec un foncier aussi fabuleux, avec des parcelles qui sont aussi légendaires,
peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas encore la conscience, la pleine conscience. Vous avez complètement hissé, je pense, cette propriété en termes de notoriété, en termes de rayonnement international. C'est aussi la mondialisation qui a fait une partie du succès. Mais sincèrement, est-ce que quand on arrive comme ça en tant que régisseur d'un domaine, on arrive à y donner un input, surtout que la région est extrêmement lourde de tradition, de transmission de savoir, peut-être de voilà. Est-ce que vous avez comment ça s'est passé en fait votre arrivée là-bas dans Bah, cette période? c'est vrai qu'il y a 30 ans, le paysage était différent. Bah déjà, je suis tombé sur quelqu'un, Monsieur Henri Roch, qui a presque mon âge, donc qui était convaincu du bien faire des méthodes qu'on avançait. Et donc, on a fait un bon binôme. Hein. Ben oui. Et moi, pour moi, la terre sainte du vin, c'est la Bourgogne. Donc, c'est là que je voulais aller. Donc, j'y suis. Là, je suis très heureux. Et je crois qu'il faut un peu d'inconscience et il faut avoir un rêve et envie de le réaliser. Je crois que c'est ça qui nous a permis pendant 10 ans d'avancer parce que autour de nous, il y avait beaucoup plus de retenue et voilà, les gens ne comprenaient pas tout. Aujourd'hui, c'est passé dans les mœurs, mais il y a 30 ans, c'était complètement à côté. Alors, Et si on oui. a donné des idées aux autres, c'est tant mieux. Mais Quelle idée vous avez par exemple apporté ou donné aux autres? oh, je pense qu'on a donné des idées un peu à tout le monde sur la façon de vinifier, sur la façon de cultiver. Parce qu'il y a 30 ans, faire de la culture bio, organique, c'était un peu bizarre, quoi. Et oui, c'était même pas encore. Il y avait très peu de domaines sur le paysage viticole Bon, il y avait bourguignon. quelques domaines sur Beaune, et puis Madame Leroy, hein, qui est déjà bio, et puis il y avait le domaine de la Romanée-Conti qui cherchait un petit peu. Enfin, voilà, il y avait des gens ouverts quand même. Hein. Ici, dans la région, les gens sont peut-être parfois fermés, mais ils sont quand même ouverts dans un autre sens pour progresser. J'en profite un petit peu parce qu'on va essayer de remonter un petit peu dans cette interview et cet échange sur la chronologie et de ce que vous avez appris et surtout transmis. L'idée, c'est de savoir si au domaine Frère Rock, vous avez beaucoup testé, si vous avez beaucoup cherché. On a observé, en tout cas, nous, dans la dégustation des vins de la Bourgogne et à travers différentes décennies et surtout des changements assez radicaux de style, et puis surtout des expériences gustatives nuancées et différentes. Est-ce que ça a été un laboratoire un peu pour apprendre ou est-ce que finalement vous avez simplement appliqué ce que vous avez toujours observé et appris avec votre oncle? Ah non, non, j'ai dû réinventer des recettes. Et c'est ça qui était bien. Bon, je me suis appuyé sur les fondamentaux, hein, certains fondamentaux sur lesquels on ne transige pas, mais il a fallu innover, s'adapter. Ça qui est intéressant d'ailleurs. Il n'y a pas de recette. Hein. Il y a un fil Oui. conducteur. Il y a les Il faut millésimes et puis. Pardon? faut un certain feeling quand même. Enfin, Ouais. je n'ai fait de vin, mais j'imagine qu'il y a faut avoir une certaine. Est-ce que quand on est dans un domaine comme ça, on peut, en tant que régisseur, y apporter, j'imagine un peu, mais quelque chose qu'on a comme cible, comme on veut atteindre un certain objectif. Vous aviez déjà des vins en tête qui vous faisaient tilter, des choses qui vous déclenchaient des émotions fabuleuses, peut-être que vous vouliez Oui, atteindre oui. ou... C'est très important d'avoir un but, hein, avoir une photo où on va aller. Alors des fois on va à côté, mais oui, oui, moi j'étais un adorateur du classicisme des vins des années 60, 70, même si c'était des millésimes difficiles, des réalisations, de la poésie dans le vin, quoi, de l'émotion. Ouais, je sors sur une phrase que m'a donnée il n'y a pas très longtemps un Benjamin Dagno à Pouilly-Fumé. Il me disait ce que j'aime bien dans certains vins parce que je lui avais livré quelques bouteilles, il m'a dit ce que j'aime bien c'est qu'ils ont tous un peu des fois un petit goût de gueule cassé. Vous aimez bien en fait cette idée que tout n'est pas simple et lisse, pas parfaitement évident tout de suite. Vous aimez bien les vins plus intellectuels qu'il faut aller chercher un petit peu. Oui, et puis des fois il y a des ravins, ça peut plonger, on va dans le noir, il faut remonter. Oui, je pense que ça fait partie de la quête, hein, parce qu'en Terre Sainte, on quête Et quelque chose, c'est pas trop.
Oui, oui, je pense que là, des fois, des choses un peu taillées à la serpe, qui se polissent, on dirait, c'est l'effet de la vie, hein. Ben oui. Alors, je me suis posé la question, quand est-ce que vous avez, entre guillemets, eu l'idée de produire en votre propre nom quelques premiers vins? Je me rappelle d'une visite, moi, dans mes premières années de sommellerie chez Michel Couvreur, où il y avait des vins dans le fond de la cave. Je me rappelle, c'était à Bouze-les-Beaunes, une cave très humide, très glacée. Il y avait quelques fûts chez vous dans le fond de la cave. Quand est-ce que vous avez eu cette idée, entre guillemets, de partir à l'aventure? Parce que à l'époque, vous aviez pas de terre encore, ou Non. peut-être pas encore, oui. Et c'était des achats de raisins que vous aviez vous-même sourcés. C'était en quelle année? En 99? 2001. Moi, j'ai commencé en 2001. Vraiment, la première bouteille, c'était 2001. Voilà, parce que tout ce qu'on a fait, je pense même mon oncle, même tous ces gens qui sont autour de nous, qui font des vins, chacun à sa façon. Le mot important, c'est liberté, quoi. Eh Nous, oui. aimer être libre. Parce que l'argent, c'est bien, mais c'est un moyen de faire des choses. Ce n'est pas la finalité. Et donc, moi, j'ai sauté le pas. Alors, c'est vrai que j'ai démarré, j'avais pas d'argent, mais je voulais rester en Bourgogne, je ne trouvais pas de fermage. Alors, j'ai dû être créatif. Alors, j'ai créé des partenariats avec des propriétaires dont j'ai acheté le raisin. On s'occupe des vignes pour la plupart, toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est un modèle qui fonctionne bien. Et qui est en train de se démocratiser en Bourgogne, parce que on Voilà, le là, sait tous, parce que c'est devenu quasiment inaccessible, le foncier. Autant d'ailleurs que les raisins, entre guillemets, non? Parce que les raisins ouais, du négoce. inaccessible, et puis c'est la liberté, hein. Parce que vous savez, quand vous partagez une voiture, ça va bien. Quand vous partagez une cave avec quelqu'un, j'ai déjà fait, ça va bien. Et quand vous passe de l'argent, des montants importants pour faire qu'il faut partager, ça se passe toujours mal. Et, Ouais. il faut faire attention. On Alors, imagine bien que, il faut bien savoir sûr. où est sa place. Moi, ma place, c'est je sais faire du vin. Pour les autres choses, j'y comprends pas grand-chose. Alors, on a fait une démarche, voilà, tranquillement, hein. Vous avez commencé avec les blancs, les rouges, Ouais, j'ai commencé avec les deux, hein. les deux en même temps, Euh, ouais. oui, Domaine préférence. 70%, 30%. Que de blanc? Prévoyant qu'on faisait qu'un blanc à l'époque. Ah. Et cette transversalité de la production, quoi, parce que les blancs, enfin, on a coutume de dire en Bourgogne que au départ, bah, et surtout avec ces héritages assez lourds de la Bourgogne familiale, il y en avait qui savaient vraiment faire les blancs, l'autre vraiment faire les rouges, Mm, déjà des fois jamais les. c'est vrai. Je pense que c'est comme Euh, dans un restaurant, il y a la cuisine et la pâtisserie. Et le blanc, c'est la pâtisserie, peut-être, on pourrait dire, pour faire simple. ouais. Et le rouge, c'est plus la cuisine, hein. On met des gras, ça tabasse le raisin. Enfin, dans un sens, c'est plus gaulois, quoi. Ça va être plus guerrier. Alors que la pâtisserie, c'est plus raffiné, sophistiqué. On vous citera. Faut voir deux cerveaux un peu différents. D'accord. Mais les blancs, c'est quand même quelque chose. Quand c'est réussi, c'est l'opéra, quoi. Eh oui. Il n'y a pas besoin Bon. de batterie, hein. Alors, vous commencez en 2001 avec des premiers essais. C'était Voilà. les premiers achats de vignes qui ont pu être possibles finalement grâce à cette activité. C'était à quel horizon? Ben moi, j'ai juste acheté les moulins à vent que j'ai aujourd'hui. Le reste, c'est toujours les gens gardent les vignes. Moi, je leur travaille leurs vignes en général, pas tous. Et ben, je leur achète le raisin et je leur refacture le travail. D'accord. Je préférais avoir un fermage un peu plus long, mais aujourd'hui, on est en 2020 et c'est comme ça que c'est, quoi. Bien sûr, ouais. Et vous avez donc développé, enfin, il y a quand même une gamme assez vaste sur toute la côte de différents vins. Vous parliez tout à l'heure d'artisanat. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut développer un petit peu et rentrer un petit peu dans l'esprit? J'ai un souvenir assez indélébile de votre cave, et puis surtout de ces échanges. J'aimerais que vous disiez un petit peu aux personnes qui nous écoutent ce qui pour vous, en fait, définit l'artisanat, Ouais. Je pense que l'artisanat, ça qualifie vraiment ce qu'on peut faire de très bien en France dans les métiers du vin, dans les métiers de bouche, enfin, dans plein d'autres choses, le parfum, etc. C'est la- c'est arriver à créer des équipes avec des hommes et des femmes qui, qui se sentent dans une certaine harmonie et qui peuvent donner l'excellence des choses qu'ils ont en eux et ça Donc, produit des choses merveilleuses, hein. vous avez d'abord misé sur l'équipe, en fait.
Moi, j'ai créé une équipe. Ouais. Eh oui. J'ai créé une équipe et je suis très heureux d'avoir faire vivre 10 familles aujourd'hui et que quand ils viennent travailler, ben, ils sont heureux, quoi, en fait, hein. Eh oui. Et Oui, ça, donc c'est important de valoriser les gens. une des premières choses, oui, je me rappelle très bien, j'avais beaucoup noté ça, que l'homme et la relation avec l'équipe était très importante. Peut-être, c'est parce que c'est elle finalement qui dessine l'envie de bien faire et peut-être à la fin une partie des vins aussi, c'est sûr. Ouais, et puis, Euh, je pense que les gens le ressentent, tout ça. alors, d'un point de vue un petit peu plus technique, si on rentre dans le fond et surtout, je dirais, l'artisanat, la patte du vigneron, enfin la patte du viticulteur, qu'est-ce que vous avez mis en place, entre guillemets, dans cette, dans ces fermages pour finalement aller peut-être un peu plus loin des fois? Ben, on a réussi à établir une relation avec les gens, on a réussi à faire le travail qu'on souhaitait pour avoir des raisins de qualité. Aujourd'hui, on arrive à mettre en place des labours à cheval, vous voyez, On revient au on ça arrive à plus change rentrer. par rapport à un tracteur ou c'est parce que Ben, c'est-à-dire comment on peut traiter avec des petites chenillettes, des mini-tracteurs, vous savez, donc oui, on peut faire le cheval et comme on a beaucoup de parcelles qui sont petites, bien sûr, ça vaut pas le coup d'envoyer un tracteur. eh oui. Surtout qu'un Et tracteur coûte 250 000 euros. voilà, c'est une folie. On le sait pas, hein, mais on parlera un petit peu tout à l'heure des coûts de production de l'artisanat, parce que Bien c'est sûr. important. Mais Ça, l'artisanat, oui, je pense que c'est le vin, il doit être fait par des hommes, bu par des hommes, et là-dedans, il y a un lien humain. bien sûr, bien sûr. Et alors, le vin, c'est bien sûr de la poésie, mais c'est aussi un peu de technique. Vous êtes un hyper défenseur, je crus entendre, en tout cas, de la vendange entière, du pressurage en raisin entier pour les blancs. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que on a le sentiment, en tout cas, vous avez cette Bourgogne qui s'est entre guillemets, qui s'est assouplie avec des lectures de Pinot beaucoup plus spontanées et des vins un peu plus modernes et juteux. Aujourd'hui, enfin, vous êtes un archi-défenseur des vins de temps et surtout des vins qui sont évidemment faits dans le respect peut-être d'une grande tradition. Vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre position par rapport Ben, à ça, à la vendange entière, et puis surtout, qu'est-ce que vous aimez faire? voilà, moi c'est ma façon de faire, hein. Je l'impose pas à tout le monde, mais euh, la façon la plus naturelle de faire du vin, c'est de trier les raisins à la vigne, de mettre les vendanges entières. Euh, Moi, j'ai toujours fait comme ça. Je pense que ça fait Il y a des vins qui peuvent être abordables assez jeunes, qui sont bien élevés. Ça fait des vins qui ont toujours de la fraîcheur, un petit Oui. minéraux. Et aujourd'hui, ça fait quand même des vins qui ont moins d'alcool, puisque la rafle absorbe quand même de l'alcool. Alors, tout à l'heure, on fera un petit détour par le réchauffement climatique. C'est vrai que la rafle a tendance, bien sûr, à baisser un petit peu l'alcool et à rééquilibrer les sensations Voilà. de fraîcheur. C'est pas un pari gagnant à chaque fois, quand même, si. Non, non, bien sûr, c'est jamais toujours gagnant. Mais si vous voulez, si vous éraflez ou si vous n'éraflez pas, c'est votre choix. Vous pouvez faire des bons vins dans les deux cas, bien sûr. Et si vous décidez de ne pas érafler, il y aura beaucoup plus de manutention. Il faudra, D'accord, vous ne pourrez pas mettre dans la cuve avec un tapis, avec une pompe. Il faut mettre à la main. Il faut tout faire à la main. Vous comprenez? Donc, si vous d'accord, avez une structure artisanale qui est petite, vous pouvez envisager ça. Et si vous avez une échelle un peu plus grande, ou si vous avez moins de personnel, vous ne pouvez pas le faire. C'est souvent ça qui détermine les choix, en plus des choix gustatifs. Ce sont oui, oui. des choix Humain, techniques. logistique, de manutention Bah qui oui, puisque définit. les caisses, il faut les mettre à la main. Quand vous avez les raisins entiers dans la cuve, eh ben, vous ne savez pas ce que vous avez. C'est difficile à évaluer. Il faut écraser un peu. Et après, il faut rentrer dedans. Et oui. Et alors, vous avez toujours préservé d'une manière un petit peu singulière ce style. Il y a des propriétaires qui en Bourgogne qui utilisent le précepte de la vendange entière comme du sel et du poivre, comme un assaisonnement. C'est peut-être des fois des terroirs qui peuvent encaisser ce genre de manipulation, d'autres un petit peu moins. Vous avez une idée assez arrêtée sur le potentiel entre guillemets
de chaque lieu, de chaque vigne, de chaque que vous possédez ou peut-être des autres? Ouais, moi je suis quelqu'un où je fais les choses, où je les fais pas. Bon, je suis pas Oui. obtus, hein, s'il faut. J'ai jamais enlevé j'ai jamais mis 90% de raisin entier et 10% non. J'ai toujours fait 100%. Par contre, je m'organise en amont pour, parce qu'il y a certaines années où c'est moins mûr. On n'en a plus maintenant, hein, mais il ne faut pas hésiter à laisser 20-25% de raisin dans les vignes. Et Il faut que les vendangeurs trouvent vignes. Alors, c'est une autre façon de travailler, mais je pense que la rafle, c'est naturel de la laisser. Ça fait partie du raisin. Et votre idée, bien sûr, c'est de faire des vins de longévité. À votre avis, euh, les consommateurs étant un petit peu plus pressés aujourd'hui et surtout un petit peu, des fois, je dirais, excités à l'idée d'une grande Mhm. étiquette, vous avez ouvert un Senti 2014 chez vous, Ah, rien que merci. pour trinquer. J'ai adoré cette bouteille quand on l'avait goûtée Ah, les dans une belle 14, c'est à les Paris. dernières années où on a eu trié beaucoup de raisins. Eh oui, ouais, parce qu'il Mais, y avait mais vous savez, dans le temps, on me reprochait que je faisais des vins un peu trop légers. J'avais la rafle toujours, hein, je ne rafle Mhm. pas. Je pense pas que ce soit pour le pinot, hein, que ce soit ça fasse des vins plus durs ou pas, hein. Ce que ça va Et faire, c'est que ça va faire des vins moins, comment dirais-je, moins jus, des vins moins sirop, moins jus de fruits. Ils vont peut-être être, au lieu d'être trop douceâtres, sweet, on va dire, on va utiliser un mot anglais, ils vont être oui. peut-être plus salés, plus frais. Ça va être une consommation un peu différente. Vous voyez ce que je veux dire? Plus appétant, peut-être à table, plus habile. Est-ce que vous Voilà. pensez, je me rappelle que de cette phrase dans la cave quand j'étais venu, vous étiez assez, je dirais, remonté contre le fait que certains vins présentent encore des trucs résiduels ou des choses comme ça. C'est vrai que aujourd'hui, on a tendance à un petit peu laisser un petit peu, enfin, à arrondir les angles, à laisser les choses un peu traîner et à faire des vins un petit peu plus, peut-être un petit peu moins racés. Ouais, je pense qu'il faut être. On fait enfin, le pinot demande est très exigeant. Bien sûr. Un animal de course. Donc il vous laisse rien passer. C'est ça qui est excitant aussi, parce que sinon, vous savez, nous les êtres humains, on est un peu feignants, hein. Si on a un petit peu de difficulté, on se laisse aller, quoi, hein. Donc c'est pas trop mal, mais en fait c'est une interaction parce que la nature c'est un système. C'est un système que nous on utilise pour faire les choses que l'on veut faire. Mais si on ne donne pas les bonnes indications, si on n'encadre pas bien le truc, eh ben ça rigole, hein. Et oui. Voilà. Et alors, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a posé la question au début de cet échange. Il me demandait si les raisins, bon, j'ai cru comprendre par l'échange avec au tout début de la conversation que oui, mais les raisins que vous avez achetés au départ, ils étaient d'une viticulture déjà bio à l'époque? Ouais, on peut pas dire, ils n'avaient pas de label bio, mais c'était pratiquement organique, bien sûr. Et bien Parce sûr, que ouais. moi, je suis enleveur indigène, je travaille avec 100% de rafle. S'il y a des produits chimiques dans les vignes, ils sont sur les rafles, hein. Oui, C'est oui, pour ça que d'accord. les gens y raflaient aussi il y a longtemps, hein. Mais bon, après, Ah, d'accord. Merci pour le détail. On apprend, on note en tout cas. C'est un bon détail à connaître. voilà. Mais c'est vrai que On on peut y pas pense pas. tricher. On, On peut pas on- pêcher, on a oui. des petites tolérances, mais on peut pas tricher parce que ça marche pas. Alors aujourd'hui, vous faites une certaine diversité de cuvées qui est d'ailleurs assez. La dégustation donne, il y a 2 fûts par-ci, 3 fûts par-là. Ouais. Globalement, Ouais. les C'est la curages Bourgogne, hein. ouais, alors qu'on connaît plutôt bien, hein, mais là, quand même, là, c'est vous poussez le curseur très, très. Je dirais 2 fûts. Quand on fait 2 fûts, je me suis toujours posé la question. Il y a l'équation entre le vin, le fût, le choix de fût, etc. C'est quand même plus difficile à résoudre Ouais, que ouais, quand on. c'est sûr que c'est plus facile dans une cuve de 50 hectos et puis d'avoir 14 pièces. Hmm. Ouais, mais c'est la Bourgogne, c'est la dimension de l'infiniment petit, donc il faut s'organiser. Donc ces choses-là, ben, quand c'est des rouges, on fermente, on défonce un 500 litres, on ouvre un fond, puis on met les raisins, pas du neuf, puis, puis ensuite on essaie de le mettre dans des fûts qui sont pas neufs pour pas avoir de problème. Et c'est délicat, ouais, ça peut
peut mal se passer, hein. C'est sûr. Alors, cet artisanat bourguignon, il fait quand même beaucoup rêver. Il permet bien sûr à des particuliers d'avoir le sentiment de boire de quelque chose d'assez unique et de rare. Il y a quelqu'un qui me pose la question sur ce que vous pensez aujourd'hui de l'arrivée sur le marché du vin de Pinot Noir de Nouvelle-Zélande, de Suisse, d'Allemagne, qui sont, il faut le dire un petit peu aussi, de plus en plus agréables et des fois même spectaculaires. Vous en pensez quoi? Ben, Vous aimez goûter moi, je d'ailleurs? respecte, je bois plein de vins de partout. C'est sûr, je m'en réjouis, la qualité moyenne générale augmente. Moi, ça ne me dérange pas, mais je pense que en Bourgogne, Oui, la on fait Bourgogne bien autre. Si est on assez fait, conservatrice, qui aime évidemment c'est boire. sûr, si on fait des vins dans notre région, on va tomber dans des choses faciles, dans le fruit et tout comme ça, on va être facilement comparable. Mais si on s'en tient à des choses d'excellence, je pense qu'on a tout à fait notre place, mais à condition aussi Est-ce que de pour vous, la travailler. Bourgogne enfin, vous avez bien montré votre engagement vers la viticulture extrêmement saine et d'une agronomie particulière. Vous pensez que la Bourgogne doit, pour préserver, entre guillemets, son potentiel de visibilité et d'affection auprès d'un public qui aujourd'hui boit de tout, qu'elle doit aller vers le bio de manière plus conséquente, ou alors est-ce qu'elle est déjà plutôt bien, je crois il y a quand même un sacré nombre de propriétaires et surtout de nouvelles générations qui y vont, mais vous en pensez quoi? Vous pensez que la Bourgogne doit se mettre en mouvement encore un peu plus vite? Alors, je crois que depuis 15 ans, en ce qui concerne tout le monde n'est pas agréé en bio, etc. Mais depuis 15 ans, il y a eu un gros effort, hein. Oui, Il n'y c'est a vrai. plus beaucoup de gens il y a peut-être des gens qui désherbent des fois un petit peu, mais la plupart des gens, ils travaillent des sols, il y a un gros travail. Le problème, il n'est pas là, je pense, aujourd'hui, pour nous ici, hein. Pour nous ici, le problème, il est qu'on passe sur un climat méridional, Oui, un petit la peu. réchauffement climatique, on a dit qu'on allait en parler un petit peu. Hmm. Ça devient trop chaud, la Bourgogne? Non, ça va, mais euh, parce que, bon, dans les années 50, 60, 110, on avait un climat océanique, bon, alors, qui était trop pluvieux. Alors, l'effet positif de ce climat, on va dire, un petit peu méridional, c'est qu'on fait des meilleurs vins, ça c'est sûr. Regardez, après-guerre, on a eu un climat chaud, ça fait des grands vins. Bon, il y a moins de rendement, plus de Mhm. travail, et on doit faire certaines adaptations. C'est ça que je vais développer, mais ça a des coûts, ça devient plus cher. Oui. Alors, les adaptations à la vigne, ben, je crois qu'il faut qu'on apprenne à cultiver un peu différemment, pas forcément labourer à outrance, mais peut-être encourager un couvert, des herbes semées ou autres. Je vous ai perdu, Philippe. Ouais, j'arrive, j'éteins mon téléphone. C'est un appel. Ah, pardon. Voilà. Non, ce que Oui, je veux donc, dire, il faut encourager un enherbement de surface pour créer de l'humus, pour lutter contre les UV, parce qu'aujourd'hui, on a la chaleur, mais ce qu'on a, c'est qu'on a un ensoleillement fort, hein, beaucoup plus fort qu'avant, mais c'est bénéfique aux précurseurs d'arômes, aux matières phénoliques, etc. est-ce Mais que, il faut de est-ce l'eau. qu'on a raccourci le cycle végétatif? Parce que là, par exemple, là, on parle de 2020, il y a des gens qui, il y a 2 semaines, faisaient des relevages à Puligny-Montrachet. C'est quand même, Ouais, ben là, on est, on a fini le premier tour de relevage déjà. Oui, oui, on va fleurir la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on va vendanger 25. c'est complètement dingue. Est-ce que ça va changer considérablement le dessin des vins, peut-être leur potentiel de garde, une façon, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Ben, je pense que si on a la rafle, alors après, il faut vendanger le matin, il faut peut-être vendanger plus tôt certaines parcelles, mais pas trop tôt. Avant, on avait une façon de vendanger assez codifiée. Je crois que maintenant, c'est plus à la carte. Non, je pense que pour le moment, ça ne va pas changer le style. Ça va nous ramener vers des vins comme on a eu produit entre les années 45 et 50, certaines richesses, mais qu'il faut tempérer avec de la rafle. Non, il y a un élevage. C'est sûr qu'on fait depuis 2016, on fait des vins beaucoup plus colorés, tanniques.
mais on le ressent pas qu'avant. Moi, j'en suis très heureux. D'accord. On n'a jamais fait Oui. d'aussi bon vin. On n'a jamais eu autant de difficultés et ça nous a jamais autant coûté cher. Mais bon, on peut pas tout Ah, avoir. d'accord. Donc, pour parler simplement de ça, évidemment, la main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre coûte cher quand il faut aller traiter, mais la main-d'œuvre, elle coûte plus cher quand on a un climat chaud. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Ben, c'est-à-dire que avec ce climat chaud, on a on n'a pas eu d'hiver. On peut Oui. avoir des gelées, on peut avoir des orages de grêle Oui, bien sûr. Oui, et de la sécheresse en fin de saison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, du stress hydrique, plein de choses, évidemment. Oui. alors Oui, ça stresse la plante, puis ça stresse ceux qui travaillent aussi. Ouais. et oui. Ça, on ne pense pas, mais c'est vrai. Vous êtes assez. Je sais que vous avez fait des travaux déjà sur l'énergie dans les vins. Vous pouvez nous en parler en quelques minutes pour voir un Ben, petit vous peu. savez, Einstein disait que l'énergie, c'est de l'information en mouvement. Donc, une fermentation, c'est une masse qui fermente, qui se met à bouillir, hein, fermentérée, donc, qui permet d'augmenter le potentiel énergétique. Donc, le vin est une boisson énergétique. Elle absorbe dans le sol, dans la fermentation et dans les hommes qui travaillent, des choses vibrantes et qu'elle transmet. Hein. Donc, le vin, c'est une boisson salutaire pour l'homme. Enfin, alors, c'est quelque chose qui vous est, qui est un héritage que vous avez reçu, ça, ou est-ce que c'est Ben, quelque ça, chose que vous avez développé? c'est inné. En fait, moi, j'ai développé ça dans les années 90. Je Mhm. m'intéressais beaucoup à ce qu'ont fait les moines cisterciens et bénédictins et les templiers en Côte d'Or. Et on s'est aperçu qu'ils localisaient les vignes dans des endroits avec des potentiels énergétiques très importants. Mhm. Et, et voilà, et des endroits où on ne pourrait pas habiter. Hein. On ne pourrait pas habiter plus de 3-4 jours parce qu'on deviendrait fou. Ah oui, vous pensez Ça qu'il y a envoie des la lieux? sauce, ouais. Ouais, ça envoie la purée. Parce que moi, j'ai travaillé sur les levures indigènes en tant que chercheur. Oui, Et on se demandait ce qui pouvait influencer les espèces de levure, quoi, 400 mètres, 200 mètres, 100 mètres de différence, très proche. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait des failles dans les calcaires et que peut-être il y avait des ondes. Enfin, il y a tout un tas de trucs. On n'a pas. Il y a tout un savoir dont on a hérité. Hein. Par bien exemple, les sûr. clos en Bourgogne ont été structurés, édifiés comme les abbayes, hein, comme les églises, par ces gens qui avaient un savoir. Mhm. Donc, c'était un havre de. On récoltait l'eau en amont dans les murs. Le système du clos, c'est un système énergétique, c'est un circuit électrique en fait. D'accord. C'est pas Ah, juste une délimitation pour dire ici c'est chez moi, ici c'est chez toi. non, non, c'est pas que pour les animaux sauvages, non. Non, Et oui. ça c'est pour les Oui, gens qui ça, ne c'est sont pas le genre de initiés. détail que peut-être peu de personnes avaient en tête. Merci de le préciser. Alors, j'ai deux, trois petites questions qui me sont Bien sûr. tombées et je vais vous les citer vite fait, après on reprendra le fil conducteur. Il y a des personnes qui m'ont demandé si vous n'étiez pas en Bourgogne, où est-ce que vous seriez installé? Je crois connaître la réponse parce que vous avez des vignes en Beaujolais, mais surtout aussi vous faites un peu de côte rôtie. Un peu de Rhône Nord, ouais. Le Rhône Nord, hein, ça, c'est un endroit qui vous botte bien, ça. Vous aimez quoi Ouais, dans le Rhône Nord? Le granit, la Syrah, ouais, mais j'aime la Syrah sur granit, ouais. bien Bonne sûr. argentière, climat frais. Et oui. C'est bon. J'ai goûté, vous faites combien de pièces? 4, 5 pièces, c'est ça, non? Ou Votre rôti, 3? on fait 3-4 pièces, 4 pièces, oui. Oui. Et le Et, cornas, on fait 14. et oui, un peu de cornasse maintenant, oui. Donc, Non, mais moi, je sais bien où je suis. J'ai décidé de venir ici dans les années 90. Et voilà, après, moi, je suis comme tout le monde. Il y a des vins que j'aime bien. Donc, aller dans la vallée du Rhône Nord, aller un peu partout où il y a du vin, moi, ça me plaît. Mais ici, je suis bien. demain, vous tenteriez une vinification d'autre chose, vous feriez quoi? Juste, Non, mais des fois, je m'amuse un peu dans le sud, parce que j'aime bien les vins du sud. Euh, mais en France, quoi. Pas sûr. Alors, il y a autre chose quelqu'un à qui me faire. posait une question par rapport à votre équipe, qui me disait le fait de déléguer certaines tâches à la vigne ou à la cave à des tiers peut mettre un filtre entre le vigneron et sa vision du vin. Quelle tâche ne peut-on pas déléguer? Vous pensez Ah, il y a plein de choses qu'on ne peut pas déléguer, bien sûr.
Mais il faut Et quand oui, même donner un peu de confiance aux gens qui travaillent avec vous. C'est très dur, hein. et oui, Au début, on fait un one-man show, mais on va pas bien loin avec ça, hein, parce que la et- vitalité de l'être humain diminue avec le temps. Donc, il faut quand même oui, se il y a faire besoin aider, d'excuses, et oui, oui, bien sûr. former des gens compétents et se faire aider. Mais non, il y a plein de choses qu'on peut pas, qui se délèguent pas. C'est comme ça, hein. Bah oui, Des façons de faire, des orientations, la vinification, ça, c'est moi qui fais le vin. Vous voyez. oui, bien En sûr. vigne aussi, il y a des décisions, des petites choses comme ça. C'est important. Ok. Et alors, vous avez donc développé une offre de magnifiques cuvées qui sont évidemment très très limitées en termes de volume. Là, je bois un sentier, je me penche sur l'étiquette, je vois un Chambolle à 12,5 degrés. Vous vendangez relativement tôt ou est-ce que c'est simplement le relief du raisin quand vous l'avez vendangé cette année-là? Est-ce que vous avez une philosophie par rapport au réchauffement climatique qui vous engage vers des choix particuliers? Alors moi, je n'ai pas peur, hein. Je suis un guerrier, donc ça ne me fait pas peur d'aller vers les degrés. Ce que je veux avant tout, c'est un raisin mûr. Oui. Bon, là, on avait peut-être un 13 hein, au départ, hein, mais avec la Hum. RAF, on est tombé à La douze carafe, pas virgule de là. cinq ou à Je peux douze baisser. virgule six. Euh, Je me resserre un verre d'ailleurs. Bien sûr, moi, je suis au Gevrey Chambertin 2015. Ah, très bien, je l'ai goûté aussi, celui-là. Non, Ah oui, mais je ça c'est. crois que le Pinot, c'est pas un. Il faut faire attention, mais c'est pas un cépage qui monte trop, hein. Mais je pense que Oui, si on travaille avec la RAF, on a quand même plus de marge de manœuvre que si on est RAF. Parce que si on est RAF, c'est pas- oui, ça fait très vite monter, oui. Est-ce que vous pensez que les terroirs d'altitude ont une légitimité euh, plus intéressante? Est-ce que les Hautes-Côtes de Nuit ou autres, ou ces terroirs un peu plus frais, ou des endroits dans des combes vont changer? Ou est-ce que finalement, il y a une hiérarchie intrinsèque dite par l'histoire, les lieux, tout ce qu'on a isolé? Et est-ce qu'il peut y avoir des miracles dans certains endroits? Bon, sur certains millésimes favorables, on peut avoir deux, trois choses si on remonte un peu sur les hautes côtes, mais d'une manière générale, même une année comme 2003, hein, qui est très chaude, la hiérarchie est quand même assez bien respectée, hein. C'est clair que quand on les déguste, surtout quand on les déguste surtout dans le temps, on voit bien que il Ouais. y a avec l'âge évidemment un petit peu de, de remise de l'église au milieu du village, comme on dit. Alors moi j'ai une autre question par rapport à la commercialisation des vins. Vous faites une commercialisation extrêmement au compte-gouttes entre guillemets de ces cuvées assez artisanales. Vous faites le choix aussi de les garder un petit peu en cave. Vous pensez que c'est un choix qu'on devrait peut-être encourager en Bourgogne, peut-être qu'on Ben, passe de moi, pas mal de. c'est un choix que j'ai décidé à partir de 2008-2009, quand j'ai pu le faire, hein, j'ai pu trouver l'argent pour stocker du vin. Moi, je Eh pense oui, que c'est bien sûr. important parce que regardez, dès 2014, je pense que c'est bien de les proposer maintenant. Eh oui. Il y a 3 4 ans, c'est Ouais, sympa, mais vous voyez, c'est comme une fleur, il faut que ça se développe. Les 15, c'est un peu différent. Je suis assez surpris. C'est un millésime solaire, mais solaire un peu comme on avait avant, 2005, 85. Alors qu'après, oui. on a des choses vraiment. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir. Il y a des gens qui achètent des vins de l'année ou quoi, hein, mais c'est bien. Moi, j'aime bien garder 20%. D'accord, vous gardez donc 20% de manière un peu mécanique pour finalement essayer d'aller Voilà. chercher Et un puis, petit je veux peu dire, la. on les propose au même prix que le vin de l'année. C'est pas une histoire de finance. C'est aussi une histoire pour nous d'avoir un stock de vin pour pouvoir passer une mauvaise année. Une forme d'assurance pour C'est vous ça. également en cas de Voilà. pépin, mais évidemment c'est aussi ce que les amateurs viennent chercher, c'est-à-dire l'émotion à travers ce que le temps peut apporter, ça c'est clair. Et finalement, quand on produit un petit peu tout ça, là, j'ai goûté, alors l'année dernière, je vous assure, et j'aimerais le dire en tout cas à toutes les personnes qui nous écoutent, j'ai goûté un Corton Bressande à pleurer, mais vraiment extraordinaire. Je l'ai trouvé vraiment extraordinaire, ce Corton, donc je vous le dis, et c'était vraiment magique.
vous avez trouvé cette vigne, vous l'avez raconté, c'était entre guillemets une chance. Vous avez souvent comme ça, ou pas, d'abord des endroits ou des lieux, des terroirs que vous aimeriez vinifier et qui vous font rêver particulièrement. Ben, c'est des opportunités d'affaires, de rencontres se font souvent, comme disait mon oncle, lors d'une bistrologie. En ce moment, c'est Ah, un peu avec une compliqué. bonne bouffe avec des bouteilles, quoi. C'est ça. Et, oui, c'est sûr. Après, c'est difficile pour se développer mais on est toujours à l'affût de petites choses qui se développent. On travaille déjà avec pas mal de gens avec qui on a des relations depuis au moins une Ça quinzaine représente d'années. combien de relations aujourd'hui? Vous avez combien de cuvées au domaine? Une Nous, vingtaine? on fait une trentaine de vins. Trentaine de vins, oui. 30 vins différents, mais des tirages très, très limités. Et, et oui, et donc, oui, se rajouter encore des choses. Mais est-ce que vous m'avez dit, vous vous séparez de certaines choses et vous prenez d'autres, non? C'est ça? Ben voilà, c'est comme tout. Des fois, les relations finissent. Oui. On ne peut pas aller plus loin ce qu'on voudrait faire en culture. Alors, donc, on arrête. Et en termes de culture, il y a une personne qui me posait la question tout à l'heure. Pourquoi ne pas revendiquer sur l'étiquette le bio, tout simplement? Enfin, si vous pouviez l'avoir. Ben, je l'ai fait dans les années 90, mais moi, je préfère que les gens rachètent 2 fois mon vin. Ça, c'est mon label. Eh oui, Je connais bien ce milieu-là et je veux pas être politisé. Voilà. d'accord. Moi, je fais Bon. du vin, je fais pas de la politique. Et je me méfie des labels parce que les labels, c'est comme, vous savez, c'est comme en science quand vous prenez un poulet vivant, vous le coupez en morceaux. Alors, vous savez Mhm. bien où est la cuisse, où est la tête, mais il vit plus, quoi. Je crois que Ouais. ça tue un peu l'histoire. Alors, les gens doivent, ou ils nous font confiance, ou ils nous font pas confiance. Et moi, j'ai pas besoin de ça pour vendre. Oui, bien sûr. Parce Bon. qu'après, maintenant, il y a le nature, il y a le biodynamique, enfin, on s'en sort plus, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la biodynamie? C'est quelque chose que vous trouvez cohérent, intéressant, scientifiquement viable? Moi, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Euh, moi, ça me correspond pas forcément, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses, ça éveille l'esprit, quoi. Ça met un coup de pied aux fesses. Bon, c'est pas mal. Et je suis assez. Mais je veux dire, moi, quand j'étais à Nature et Forêt, j'avais fait un article. Il suffit pas de rentrer des raisins de super qualité. Après, il faut savoir faire le vin. Oui. Parce que c'est bien gentil tout ça, mais moi, si vous me donnez un poulet de Bresse, c'est de le faire brûler. Ouais. Donc, après, bien sûr, après, ça veut pas dire qu'il faut rentrer de la merde, mais il faut quand même. Vous voulez dire que la dimension, enfin, l'artisanat, la vinification, c'est quand même quelque chose qui doit rester aussi un véritable savoir-faire. C'est pas en Voilà, balance des. c'est pas du bidouillage. Bon, il y a plein de gens qui peuvent faire l'impression qu'élever les vins et vinifier, c'est. Non, c'est. Bon, il y a le terroir, il y a aussi le terroir caisse, hein. Mais non, savoir faire du vin, c'est comme un nez en parfumerie, c'est. Voilà, c'est artisanal, c'est un peu de l'art, il y a de la sensibilité. Il faut y Vous aller. parlez dans l'extraction des jus, dans les pressurages, dans Voilà, et les puis dans la date de chauffages récolte. et Il dans y a la deux date de dates récolte. importantes dans le vin, c'est la date de récolte et la date de sous-tirage. On Pourquoi le le soutien? sépare, on va le séparer des lits. On va finir l'élevage. Et si c'est trop tôt, c'est mieux que si c'est trop tard. Oui. Parce que l'élevage pour le vin, c'est une gestation, hein, c'est un œuf, hein, c'est comme un bébé dans le ventre d'une dame. Il y a quelque chose qui se passe, hein, c'est pas juste un liquide qu'on met dans un fût puis prend le goût du bois, non, c'est pas ça. C'est c'est un embryon qui se développe, c'est ça le vin. Hein. Et globalement, vous avez, il n'y a pas de recette appliquée. C'est du feeling entre vous Oui, ben, et. vous savez, c'est comme on parlait tout à l'heure des les gens qu'on rencontre, c'est important. Ils vous aident à ouvrir des portes, à vous initier, vous inspirer d'eux. Il y a quand même des règles, des fondamentaux. Il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Et des fois, il faut s'adapter. Hein. Par Ouais. exemple, nous, il y a 2, 3 ans, on avait une pièce de Meursault qui fermentait, qui faisait pas sa malolactique. Alors, Mhm. on l'a chauffée, on lui parlait, ça marchait pas. On a dit, ben, on va la mettre au milieu des autres pièces de l'année suivante. Et puis là, ça a fermenté. Elles sont parlées à la radio, je sais pas ce qu'elles ont fait. Il y a des trucs bizarres, quoi.
Ouais, il y a des trucs qu'on peut pas comprendre en fait dans le vin. Il y Et a une partie heureusement, je pense. de mystère. Vous disiez, il y a 10 ou 20% de mystère qu'on n'arrive pas à Ah ouais. résoudre. Je pense des fois, on fait les malins, on dit, t'as vu, on s'est bien débrouillé, mais en fait, ça s'est fait parfois malgré nous. Mais c'est bon, mais on n'a pas fait exprès. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, mais ça vaut le coup, C'est hein. pas qu'on n'a pas fait exprès, c'est que on avait l'idée de faire ça et ça s'est mis en place parce que la nature, c'est un système, hein, c'est un logiciel, mais c'est, voilà. Bien sûr. Et donc, au fur et à mesure que vous avez développé cette gamme de vins, les, le déploiement entre guillemets commercial de de vos vins s'est orienté vers qui exactement? Parce que quand on préserve un certain savoir-faire comme ça, une certaine Ouais. signature, une certaine griffe, est-ce que l'on va chercher des amateurs, archi enfin, oui, je me suis posé la question. Évidemment, les gens viennent à vous parce que quand on boit une bouteille de chez vous qui a un peu de maturité, des fois ça peut déclencher une certaine émotion. Il y a d'ailleurs une personne tout à l'heure qui m'a dit quelle émotion, quelle est votre bouteille émotion? Quelqu'un de la cave spirituelle qui me disait quelle est votre bouteille émotion. Donc on essaiera de répondre à ça après. Mais euh, votre votre public aujourd'hui, En c'est fait, qui? c'est un chemin de vie parce que au départ, vous faites des choses quand vous pensez que c'est bien de les faire. Personne accroche, pas grand monde accroche. Alors vous Oui, poursuivez et puis un jour, ben ça commence, vous voyez. Mais vous n'avez oui. rien changé. On n'a rien quoi. On tire le train pendant quelques années, Bon, alors personne n'y croit. les premières années, j'ai vendu beaucoup au Japon. Je remercie beaucoup les Japonais de leur ouverture d'esprit. Fait beaucoup rire. Après, après un peu partout, et puis mais en France aussi, il faut un peu plus de temps. C'est normal. Et bien sûr. Il faut. Et alors, ça m'amène à la question qu'on voulait évoquer. Le coût de l'artisanat est élevé. Ouais. Est-ce que vous pensez que le public français, qui est bien sûr aujourd'hui, qui normalement devrait être concentré aujourd'hui après cette crise beaucoup plus sur son savoir-faire français, son artisanat et sur, est-ce que vous pensez que les clients internationaux sont plus ouverts à la comprendre un petit peu le travail qu'il y a derrière, ou c'est simplement une différence de pouvoir d'achat et de peut-être de capacité à concentrer son budget sur des produits archi artisanaux? Bon, il y a un peu des deux, mais on va faire un exemple simple. Les États-Unis et la France. Oui, Les États-Unis, si vous voulez manger des carottes qui sont bonnes, même pas bio, ça va vous coûter une fortune. bien Pourquoi? sûr. Parce que c'est 1% de la production aujourd'hui, peut-être. Donc, qui Oui, c'est qui fait les prix? Eh bien, c'est l'industrie. Donc, si vous produisez des carottes dans votre jardin et que vous les vendez au marché, ben, c'est un peu plus. Sauf si vous vous en foutez, si vous avez des gens à payer. Alors, quand ils viennent en France, ils comprennent bien ça, parce que en fait, ils nous ont vendu le logiciel. Mais nous, en France, on est gâtés. C'est vrai, on a consommé pendant longtemps des produits fantastiques à moindre coût, hein, dans les années 50, 60. Mais aujourd'hui, depuis pas mal de temps, il y a une industrialisation, hein, c'est pas une connotation négative, mais qui fait plus de la quantité que, on va dire, forcément de la qualité, mais qui emploie moins de monde et beaucoup plus de monde. Donc, le curseur, il est là. Hein, et c'est vrai qu'on c'est pas n'arrive parce que pas. c'est cher que c'est meilleur, mais si vous voulez produire aujourd'hui un poulet ou du bon vin, ben, ça va vous coûter plus cher qu'il y a 25 ans. Les Américains le comprennent parce qu'eux, ils sont passés par là. Nous, on n'y est pas encore arrivé au bout. Et c'est pour ça que les gens ils disent oh, mais c'est cher, ouais, mais... Et nous, on fait vivre 10 familles, et puis voilà, on achète le raisin, après on vit normalement. On peut acheter de château ou d'avion encore. Hein. J'ai vu, c'est vrai que j'ai pas vu de château encore chez vous, c'est Non, c'est resté. pas mon truc. Je préfère boire un coup à la cave avec des copains. C'est-à-dire que vous buvez tout, hein. Très bien. Alors, votre Voilà. bouteille émotion, alors, qu'est-ce que Pardon? c'est votre bouteille émotion? Ah, les émotions, ça, c'est pas facile, hein, parce que beaucoup de choses. Hein. Ouais. Bah, on va en dire trois. Bon, trois. Allez, qu'on rêve un peu avec vous. Ouais, ouais. La tâche 53, Eugénie de Vauguier 49, et puis un Morgon à la pierre 78.
Ah ouais, ça, c'est un Morgon La Pierre 78. Je veux dire que Mais dans le, que j'ai bu il y a 15 ans, quoi. ouais, qui était juste une émotion de dingue. À l'aveugle, vous auriez dit quoi? Bah, Parce j'aurais dit que, Gevrey, quoi. ah ouais, ça m'intrigue ça, parce que c'est vrai que il m'est arrivé souvent de me faire avoir sur certains grands moulins à vent ou des Bien vieux sûr. Morgons aveugles. Est-ce qu'on peut dire que le terroir transcende le message apporté par le cépage à un moment ou à un autre de l'évolution de ces vins? Ben oui, je sais pas comment que ça se fait, parce que dans le Gamay, c'est du Gamay, c'est sur du granit, Oui. du Pinot. Est-ce que, comme la pointe de la pyramide, après, quand ça remonte, est-ce que ça se ressemble pas un peu? Ben, je sais pas. Je n'arrive pas à Bon. comprendre. Ouais, Et c'est un truc qu'on essaiera de creuser encore, mais en tout cas, moi, je me suis à chaque fois fait avoir. Et bon, alors Musigny 49, Vogué, on n'arrivera pas à le retrouver. Tâche 53 non plus. Hein. non, mais c'est les Dernier- bouteilles qu'on a bu il y a 15-20 ans avec. ouais. Donc, Bah, ça vaut j'imagine que pas ça des devait être. fortunes. Mais Il ouais, y a c'est beaucoup, des sacrés vins parce que. il y a beaucoup de viticulteurs qui sont très nostalgiques de ces décennies, des années 40, 50, 60. Là, il faut Euh, pas parce que là, on vit vraiment vous pensez les que ce qu'on vit 45, les 46, les 47, les 48, 49, là, tous les millésime qu'on fait, on est sur une période chaude qu'on a connue après la Deuxième Guerre mondiale, hein. eh oui. On a les mêmes conditions. Sauf qu'aujourd'hui, on cultive mieux, on a du matériel. Enfin, c'est pas la galère comme avant, hein. Et donc le message, c'est peut-être pour préserver un petit peu cette passion autour de ces grands millésimes, c'est peut-être d'essayer de les garder un peu, parce Ouais, je que pense qu'il faut un peu de temps, hein. Il faut laisser du temps au temps, hein. Après, bon, il y a des vins au bout de 3, 4, 5 ans, ils sont agréables, hein, sur le fruit, tout ça, mais voilà, ça ne sert à rien de boire un grand la coup vraie si dimension, jeune. le d'accord, c'est quand même quand les vins ont passé un certain stade. La Ouais, c'est vraie, vrai. la- quand on a la troisième dimension, l'émotion, le truc, on met le nez dessus, on se dit oh là là, truc de fou. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est comme alors, nous, quoi. L'adolescence, moi j'en ai des gamins adolescents, ils sont sympas, mais un peu cons des fois. Non, mais il faut qu'ils s'assagissent, tout ça. Mais le vin, c'est pareil, quoi. Il y a des analogies. Voilà, faut que ça mature un peu. C'est pas, faut que bien ce soit sûr. vieux, parce que quand c'est vieux, après c'est chiant, mais il faut un peu de temps. Alors. Puis après, il y a peut-être des fenêtres parfois dans le temps. C'est un peu complexe tout ça, hein. C'est vrai. On comprend pas Alors, il tout. nous reste quelques minutes, Ouais. Philippe. Simplement pour reparler simplement on a traversé un petit peu à travers cette heure d'échange à travers cet artisanat préservé, cette idée de faire les choses mieux, de préserver aussi je dirais la qualité de vie de vos employés, de vos salariés. Il Ouais, faut puis un combien de savoir-faire à la française, hein. Savoir-faire à la temps? française. Oui, qui est Ouais. voilà, qui est pas délocalisable là. Alors vous avez combien de salariés aujourd'hui au Ben, domaine? nous, Vous avez on produit 65 000 bouteilles et on est 12 personnes à temps plein. 12 personnes à temps plein pour faire 65 000 bouteilles. Ça, c'est le prix de l'artisanat, c'est le prix Plus, de... plus les saisonniers, hein. Oui, Mais moi, ce je me qui est, plains pas de mes salariés, j'en suis très fier. bien Voilà, sûr, moi, c'est bien sûr, non, mais c'est un très très bon message. Il est transgénérationnel. C'était un peu le thème d'introduction de cet échange autour de vos vins. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est bien sûr l'importance que vous portez à ce savoir-faire humain et à cette famille en fait que vous avez tissée chez vous, avec bien sûr qui maintenant, je pense, participe bien sûr à la complexité des vins que vous produisez. il faut que Mais l'excellence et faut que les gens soient en confiance. ouais. Alors, dernière petite question, parce que tout à l'heure, ça m'a titillé. Il y a des gens qui m'ont posé des questions sur l'univers du bio, du sans soufre. C'est vrai que j'ai lu beaucoup sur vos vins et c'est vrai que vous avez été aussi, pendant les années 90, un des précurseurs du sans soufre, enfin, du Bien soufre sûr, très oui. bas. Pourquoi? Parce que vous pensiez que c'était une hérésie à l'époque? Parce que c'était la mode où il fallait baisser les taux de soufre? Ou Non, simplement non, parce mais que... moi, aujourd'hui, je mets pas de souffle, toujours en vinification. Et à l'époque, c'était impossible, hein. Moi, je me Oui. rappelle, quand j'étais à l'école d'œnologie, mon professeur, il me dit toujours, même M. Paquet, enfin, par quoi allez-vous remplacer le soufre? Je dis, ben, par du raisin. Philippe, il me reste 15 secondes, donc je vais couper
vidéo et je vais la relancer si vous voulez. On terminera tranquillement en quelques minutes simplement Voilà. pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc, je vous propose de terminer la vidéo et je la relance derrière et puis on termine avec une dernière question. Alors, dernière petite question avec Philippe Pacalet, on va terminer cet échange. On va simplement essayer de récupérer un petit peu les personnes qui nous ont suivis. Voilà, ça remarche. Bonjour à tous. Voilà, je reprends Philippe et on termine tranquillement cet échange autour de la transmission d'un savoir-faire. Voilà Philippe qui nous rejoint. Ça y est Philippe. Oh bah j'ai la vidéo celui-là. Dis donc, ça Oui, marche. mais on a changé de téléphone. Ah super. Bah, Je en vous fait, allais faire au début, il n'a pas, il n'a Avant, pas on buvait à la bouteille, laissé. maintenant, il faut boire au verre. bah, écoutez, c'est parfait pour terminer comme ça. On a une ou deux questions qui nous ont été envoyées pendant cette vidéo, Philippe. On se demandait derrière vous, je crois que votre fils est arrivé au domaine. Je l'avais croisé. Euh, vous avez combien d'enfants J'en ai 4. vous avez quatre enfants. Ouais. Donc la relève de l'artisanat Pacalais va être évidemment au rendez-vous. Voilà. Euh, tous sont intéressés par la viticulture parce que c'est ça aussi la question. Bon, l'aîné, il est intéressé. Bien sûr, il a 26 ans, 25 ans. Et ma fille, elle fait du design, hein, mais elle travaille aux vignes, elle sait faire les travaux de vigne, hein, je veux dire. Bon, ils sont encore jeunes. Puis les derniers, ils ont 17 ans, mais ils bossent aux vignes, ils bossent partout. On ne sait pas trop encore. Vous savez. Et moi, à leur âge, c'était pareil. Hein, je travaillais là, je ne sais pas pourquoi j'étais là, et puis je faisais les choses. Hein. Ouais, Ça vient c'est un après. job quoi. Il faut une maturité, c'est comme le vin, on disait tout à l'heure. Hein. Bien Faut sûr. être un peu con, toi. Non, mais c'est bien qu'on sache évidemment. Alors, écoutez, en tout cas, on va suivre ça. Vous n'arrivez pas encore à la retraite, donc Non, vous non, mais ils avez m'ont pas encore. tué encore. Hein. Voilà, ce qui est important, mais voilà. On avait une question qui nous était tombée sur le poids de la transmission. Est-ce que c'est aussi dur aujourd'hui de parce que les générations, nous, on le voit bien, et je me Ouais, considère pas comme très jeune, mais pas très vieux non plus, et donc on voit bien qu'il y a des fois ça coupait. des difficultés à comprendre un petit peu des générations. En Bourgogne, ça a été très dur pour certaines familles de lâcher le morceau à certains parents, de lâcher le morceau, et certains enfants, des fois, qui n'ont pas mis la main, entre guillemets, à la cave eux-mêmes avant un certain âge. Ben, en fait, il y a deux problèmes. Il y a eu d'abord ce problème de succession qui est un problème. Hein. Oui. Et ensuite, une fois que c'est transmis, il y a le problème qu'a rencontré Bonneau du Martret, par exemple, M. Jean-Charles Le Baudin-Bruyère. Pour l'héritier, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est quatre. Hein. Il y en a un qui est actif dans le dans l'entreprise et les trois autres qui sont actionnaires. Oui. Et, et les vignes prennent de la valeur. Et puis un jour, quelqu'un passe les voies, leur dit, mais moi je les achète tant, tant et tant. Alors là, bon, tout le monde, hein, ils veulent peut-être une maison à la montagne ou à la mer, je sais pas. Et là, ils disent, bon, si tu rachètes pas, on vend. C'est ce qui se passe. Hein. Et oui. C'est arrivé il y a longtemps à quelqu'un qu'on connaît bien, à Château-Soutard, M. Et Deligny. oui. Je Hein, me rappelle très bien, oui. il gérait ça et d'un coup, on lui a dit, mais c'est 7 ans et il n'a pas pu. Puis il s'est retrouvé à avoir une cave à vin à Saint-Émilion. Et ce phénomène, il est arrivé en Bourgogne. Alors, bien sûr, il y a les transmissions, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'une fois qu'on a tout est payé, c'est d'ailleurs une honte, à ces prix-là, après, si on est fils unique ou si on est deux à travailler sur l'entreprise, ça va. Mais si les autres, ils sont juste là autour pour. Avant, ils donnaient de l'argent pour payer les choses. Maintenant, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, ils veulent vendre. Ça, c'est un problème. Et oui. Et alors, ce qui va peut-être développer, on l'a dit tout à l'heure un petit peu dans la première phase de la vidéo, une forme de nouveau modèle économique bourguignon. Vous pensez que c'est une cause perdue ou est-ce que finalement cette crise va mettre un coup de frein à main à tout ça? Ah, ça, je sais pas. Non, c'est jamais une course perdue. Parce que nous, le modèle qu'on a inventé, qu'on a mis en place, qui est un peu critiqué au départ, c'est normal. Quand les gens ne comprennent pas, Ouais, mais à l'époque, évidemment, c'était presque un gros mot d'acheter du raisin. ça. Mais quand c'est fait d'une autre manière, avec une réflexion,
c'est assez adapté parce que le gars qui est propriétaire, s'il veut pas vendre, s'il veut garder ses vignes, pourquoi il va faire un fermage de 18 ans à un gars comme moi? Moi, je serais très heureux, mais à ce moment-là, il va perdre, ça va donner des idées au fisc, hein, si on dit ça. Il va Ils vont perdre, avoir besoin de récupérer de il l'argent, va c'est plus sûr. être agriculteur et il va devenir juste propriétaire, il va passer un impôt à la fortune et là, il est obligé de vendre. C'est Eh comme ça oui. qu'on a créé le système. Moi, ça m'avantage pas tellement parce que nous, avant, on avait des loyers beaucoup moins chers. Maintenant, on a des loyers plus chers, mais bon, c'est aujourd'hui, hein. Mais c'est Est-ce un que ça, problème. Mais est-ce que ça met en péril votre modèle économique, cette montée freinée, enfin, ahurissante du foncier? Est-ce que ça pose des problèmes à un moment? bah, moi, dans la façon dont je travaille, ça me pose pas de problème. Mais si je m'étais si je m'étais marié avec des gens plus intelligents que moi qui me donnent de l'argent, ça serait un vrai problème, ouais. Eh oui. Parce que moi, je fais un peu Ce qui des est tout. intéressant, c'est d'entendre dans votre message qu'il faut avoir une forme d'indépendance financière. Voilà. Euh, Moi, bien moi, sûr. mon métier, c'est de produire du vin. Produire de l'argent, c'est pas mon métier. Je crois qu'il faut être très clair là-dessus. Il faut que les gens, bien sûr, il faut qu'on gagne notre vie, il faut qu'on soit rentable, mais c'est pas mon métier. Donc, il faut, parce que là, on parle de sommes extravagantes. Moi, je sais même pas ce que c'est. Donc, il faut être Oui. raisonnable. Il faut faire ce qu'on sait faire et pas mentir aux autres. Et si on arrive à trouver des terrains d'accord avec des gens et que ben, ça se passe bien. Mais Bon. c'est pas simple, mais je pense il faut oser se découvrir aussi. Il faut dire voilà, c'est pas mon truc ça. C'est comme ça que je fais moi et ça fonctionne pas trop mal. Eh oui. Les Eh rapports oui. sont plus simples. C'est vrai. Parce que Et ouais, alors, je finalement, disais tout à l'heure, partager, je vous prête ma voiture, mais si je te prête 20 millions d'euros, ben ouais, il faut que tu me donnes des intérêts. Tu vois, c'est compliqué le fric. Tu vois. oui, c'est un petit peu La liberté, il faut un peu de liberté et ouais, d'indépendance financière, comme vous dites, c'est important. c'est un petit peu le poison. Patricia qui nous dit quelle sagesse et quel bon sens. Ouais, Ouais, c'est l'âge, c'est le vin, c'est la ouais, moitié de la bouteille de Gevrey-Chambertin, on va dire. ouais, c'est ça, mais le bon sens, c'est. On devrait faire des écoles. Ouais. Nicolas Rossignol qui nous dit ça a été calculé sur des années de production. En mauvaise année, il faut penser autrement. Oui, bon, après, on n'est pas parfait, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, après, ce que je pense, c'est. En mauvaise année, ça veut dire quoi, mauvaise année? On n'a pas eu beaucoup de mauvaises années. Bon, en 2014, beaucoup de gens disent que c'était une mauvaise année. Moi, je trouve pas. Moi, je préfère ça au 2015. Après une mauvaise année, ben, il faut garder du stock. Il faut pas tout vendre. Mais après, il faut financer. Mais bon, il vaut mieux avoir du stock à la cave pour les années où on fait pas de vin ou voilà où il y a un problème. Alors, c'est intéressant ça, hein, parce qu'évidemment, la région a été évidemment compressée par une demande Ouais, archi mondialisée. c'est terrible. Maintenant, un petit mot, puis on va terminer avec ça, Bien sûr. si vous voulez, sur l'avenir. À l'avenir, ouais, ben l'avenir, L'avenir, voilà, il est bien sûr très très particulier. On a du mal à le lire évidemment. Qu'est-ce que vous pensez finalement enfin, est-ce que vous pensez que toute cette crise autour de crise mondiale entre guillemets va calmer les esprits, et peut-être ramener la Bourgogne sur ses racines? j'espère que je pense que la baisse, l'affaiblissement de la biodiversité dans le monde, tout un tas de problèmes qu'on a, le consumérisme. J'espère que tout ça, tout ce qui se passe actuellement, il y a quand même beaucoup de morts. J'espère Hmm. que tous ces gens qui sont morts, ça va peut-être. J'espère que ça permettra des comportements meilleurs d'émerger, quoi. Oui, un état d'esprit en tout cas. Et pour le reste, je n'ai pas de boule de cristal, hein, mais nous, vous savez, on fait notre métier, on produit du vin, voilà, on travaille avec la nature. On voit bien la nature, elle est adaptée, hein, il n'y a aucun problème, la nature. C'est nous, hein. Ouais, On s'en fout, hein, c'est la vrai. nature. Pas de conscience, oui. Après, Bien sur les sûr. prix ici, mais le prix du foncier, il est assez décorrélé du prix de la Oui, bouteille. il est complètement décorrélé de la valeur On de achète l'exploitation. des récoltes, mais après, nous, on protège nos clients quand même. On n'est pas là pour faire les malins, quoi. On est là pour faire notre métier, donc il faut quand même qu'on arrive à vendre notre vin. C'est vrai. Voilà. Et moi, la dernière question, c'est celle-là, parce que bon, je pense
on va consommer complètement avec. On va consommer différemment. Je pense que les Français vont Bien redécouvrir sûr. la France, ils vont redécouvrir les produits français, peut-être dépenser différemment. J'espère en tout cas que bon, vous avez fait ce choix, vous avez beaucoup de clients particuliers. Je pense qu'effectivement, on va peut-être se reconcentrer petit à petit au fur et à mesure des mois et peut-être des années à venir, peut-être sur un marché plus local et la France en Oui, tête. Hein. depuis 10 ans, on a fait beaucoup d'efforts en France. Aujourd'hui, ça devient un marché important. Bon, la restauration et la clientèle privée, bien sûr. Non, mais moi, je suis assez optimiste. Nous, on ne fait pas des masses de vin, donc Oui, même si aujourd'hui les gens un peu plus jeunes consomment le week-end, mais ils consomment mieux qu'avant, que nous même quand on était jeunes, quoi. oui. Donc Il y a c'est bien. Je c'est pense que encourageant. il faut faire de la qualité, et pas de la qualité à coup de marketing, mais de la qualité dans la bouteille, quoi. Ouais. Bon, ça sera le mot de la fin, Philippe, parce Voilà. que il est l'heure Merci. de laisser tout le monde aller dîner. En tout cas, merci d'avoir été à l'écoute de cet échange et puis surtout au départ c'est beaucoup plus sympa avec la vidéo, je vous le dis, mais la première vidéo a traité, je le répète pour les personnes qui nous ont rejoint, du savoir, de la culture, de la transmission du savoir-faire et puis d'un héritage bourguignon. Et là même vous qui vient de votre oncle Marcel Lapierre, peut-être aussi mettre en avant cette ferveur de vouloir préserver un certain style de vin, de garder Il une faut ligne que de les jeunes y conduite. croient, il faut que les jeunes y croient. Oui, bien sûr. C'est pas la révolution, Et, c'est l'évolution. et un message d'encouragement pour la jeunesse. Bon, bah, c'était le mot de la fin. Mais buvez Un, un peu de vin un- quand même. et, et Parce consommer que un peu de vin. message in the bottle, hein. Message in the bottle. Ok. Merci Philippe. Allez, Et au toutes revoir. mes Merci. amitiés à votre épouse et bon courage pour cette période et bravo surtout pour les quelques vins qui nous ont régalé, notamment moi pour moi ce Chambol Sentier 2014. À bientôt et belle soirée. Au revoir. Merci.